Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Mogadiscio est de nouveau le théâtre d'une attaque meurtrière. Au moins 28 personnes sont décédées ce mercredi dans un double attentat survenu dans la capitale somalienne. Une voiture piégée a explosé en début de matinée près de l'hôtel Daya au centre-ville. Des combattants armés ont ensuite pris d'assaut l'établissement situé près du Parlement et de la présidence et fréquenté par des hommes politiques. Une deuxième déflagration a eu lieu alors que les secouristes et les journalistes étaient rassemblés sur le lieu de l'attaque. L'attentat a été revendiqué sur les réseaux sociaux par les islamistes Shebab. Outre les 28 morts, le dernier bilan communiqué par un responsable de la police somalienne fait état de 43 blessés au moins. Le gouvernement somalien est lui plus prudent. Le ministre de la Sécurité avance pour le moment 10 morts et 51 blessés, essentiellement des civils. Des sources sécuritaires font-elles état du décès d'au moins 4 assaillants. Établir le bilan d'une catastrophe est un exercice difficile. Au Nigeria, celui du bombardement accidentel par l'armée du camp de réfugiés de Ran reste flou. Une semaine après le drame, qualifié de regrettable erreur opérationnelle par les autorités, le bilan des victimes oscille entre 90 et 236 morts. Le jour même de l'incident, le 17 janvier, Médecins sans frontières rapportait plus de 52 morts et 120 blessés. Le lendemain, le Comité international de la Croix-Rouge revoyait l'estimation à 70 morts. Et le surlendemain, un nouveau bilan de MSF en annonçait, lui, 90. Le 19 janvier toujours, plusieurs rapports concordants et émanant de résidents et de dirigeants des communautés locales faisaient état de 170 tués. 3 jours plus tard, le président du gouvernement local de Kalabalgué estimait à 236 le nombre de décès, d'après des déclarations de proches qui ont enterré ces victimes. D'abord confirmé à la télévision, ce chiffre est revu le 24 janvier, car les nombres de morts et de blessés ont été comptés ensemble. Le responsable local corrige son estimation, il n'y aurait en réalité que 115 personnes décédées. Face à ce qu'elle qualifie de spéculation, l'armée de l'air nigériane précise le même jour qu'elle établira elle-même le bilan de son erreur. Avant de se rendre en Ouganda puis à l'île Maurice, la directrice générale du Fonds monétaire international était mardi en République centrafricaine. Cette première étape de la tournée africaine de Christine Lagarde avait pour objectif de passer en revue l'effort de paix en Centrafrique ainsi que l'état de la situation économique du pays après 3 ans de conflit. Les discussions ont porté sur les réformes financières entreprises pour faciliter le relèvement économique du pays et aider à l'accélération du processus de paix et de réconciliation. En 2016, le FMI revoyait à la baisse ses prévisions de croissance économique pour la Centrafrique, alors qu'en août, la Banque centrale avait projeté une croissance de 5 à 6% en 2017. Madame Lagarde quittera Bangui mercredi après-midi pour se rendre en Ouganda, où elle restera jusqu'à vendredi. La visite à Bangui de la patronne du FMI intervient 1 mois après sa participation au Cameroun à un sommet pour éviter la dévaluation du franc CFA en Afrique centrale. 2 mois plus tôt, elle était en Belgique pour une conférence des donateurs internationaux qui ont notamment promis 2,2 milliards d'euros pour reconstruire la Centrafrique. Nous avons souhaité être aux côtés de la République centrafricaine, aux côtés de la population centrafricaine, pour l'accompagner dans un moment qui est particulièrement difficile. Les équipes du Fonds monétaire international viendront à Bangui, travailleront avec les équipes du ministère des Finances, avec les équipes bancaires bien sûr, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, pour constater si les engagements qui ont été pris, notamment en matière de gestion des finances publiques, en matière de mobilisation de la ressource, en matière d'affectation des finances publiques à des projets valides, a été respecté. Nous avons déjà commencé le décaissement. On a payé une première partie au moment de l'approbation du programme, on a payé deuxième déboursement au moment de l'approbation de la deuxième revue, et on va continuer au fur et à mesure pendant les 3 années. Aujourd'hui, on est encore en période de volatilité du prix des matières premières que subissent bien sûr les pays producteurs et exportateurs de ces produits. Mais on voit une perspective d'amélioration autour, si je me souviens bien, de 2,7%, à rapporter à un peu moins de 2% sur l'exercice 2016. Le président gambien de retour dans son pays, jeudi à 16h locale. Adama Barrow rejoindra Banjul 5 jours après le départ négocié de son prédécesseur Yahya Jammeh en Guinée équatoriale. M. Barrow se réfugiait depuis le 15 janvier au Sénégal voisin par sécurité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest craignait pour sa vie pendant les derniers jours du mandat de M. Jammeh.
À Banjul, les Gambiens se réjouissent du retour de M. Barrow. Quant à Halifa Sallah, un responsable de la coalition qui a porté M. Barrow au pouvoir, il a déclaré en conférence de presse mardi que les personnes qui refusent l'obéissance à la nouvelle autorité deviennent des rebelles. M. Sallah a également annoncé la nomination de Mme Fatoumata Jallow Tambadjang au poste de nouvelle vice-présidente de la Gambie. Les institutions gouvernementales fonctionnent et les décisions primaires visant à faire en sorte que les détentions soient mises à exécution sont effectivement en cours. Les gens devraient comprendre que la nomination du vice-président a été faite de bonne foi sur la base des faits qui étaient disponibles sur le coup. Et je suis sûr que si des faits nouveaux apparaissent, le président de la République les examinera. Quiconque est président de la République et commandant en chef des forces armées de la République et ceux qui refusent l'obéissance, l'allégeance à l'autorité deviennent des rebelles. C'est bien que le président Barrow vienne maintenant, mais ce qu'il dit est aussi important. Gérez les forces de la CEDEAO avant tout, parce que vous ne savez jamais qui est loyal à qui. Non, ce n'est pas trop tard, parce que nous avons besoin qu'il vienne. Il est notre nouveau président. Nous avons besoin de changement. Quand il viendra, il sera accueilli comme chez lui. Tout le monde espère qu'il viendra en sécurité et qu'il sauvera le pays de façon sécurisée. Nous allons l'accueillir parce que c'est lui que nous avons élu et nos espoirs reposent en lui. Nous avons confiance en lui, qu'il fera aller la Gambie de l'avant. Les pourparlers entre les syndicats des fonctionnaires et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'ont pas repris mardi à Abidjan. À l'origine de ce blocage, un préalable posé par les responsables syndicaux, pilotes de la grève depuis plus de 2 semaines, farouchement opposés à la présence de la coordination des syndicats de la fonction publique à la table des négociations parce que non signataires, selon eux, du préavis d'arrêt de travail. La rencontre a donc été reportée à une date ultérieure à la demande du gouvernement représenté par 7 ministres ivoiriens, dont ceux de la fonction publique, Pascal Abinan, de l'économie, Koné Adama, et de l'éducation nationale, Kandia Kamara. Jean-Yves Abonga, porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires dont les réseaux sociaux et syndicalistes ont annoncé la séquestration et la mort dimanche, et des chefs traditionnels étaient présents à cette réunion avortée. Théodore Zadi Nyanya, de la plateforme des fonctionnaires, après une conférence de presse appelant à la reprise du travail à son siège à Djamé, centre d'Abidjan, s'est fait représenter par Johnson Kwasi, du syndicat de l'enseignement supérieur. Nous sommes venus à cette rencontre pour trouver des solutions sur les 2 points de revendication qui achoppent jusqu'à aujourd'hui. L'appel à la reprise du travail par les chefs syndicaux n'a pas été suivi. Les services, établissements sanitaires, scolaires publics et des écoles privées sont restés fermés, provoquant dans la capitale économique et dans des villes de l'intérieur du pays des marches et dégâts de la part des élèves mécontents. Pour rappel, 2 revendications demeurent litigieuses entre le gouvernement et ses travailleurs. Le stock d'arrêt de salaire estimé à plus de 249 milliards de francs CFA et 21 milliards de francs CFA correspondant à la bonification à 150 points de l'indice salarial. Les discussions reprendront entre responsables syndicaux et États, certes, pour espérer mettre fin à la situation délétère dénoncée par les évêques de l'Église catholique du pays. Au Niger, Niamey a abrité mardi la 2e conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de l'autorité du Liptako Gourma. L'organisation regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le président du Burkina Faso, Marc Roch Christian Kaboré, a fait le déplacement à Niamey. Son homologue malien s'est fait lui représenter par son premier ministre, Modibo Keïta. La conférence a porté sur la transformation de l'autorité en un espace économique ainsi que sur la question sécuritaire en lien avec la lutte contre le terrorisme. La conférence a décidé pour ce faire de la création d'une force commune entre les 3 États. Un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. La 2e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État. 1. Adopte le traité révisé de l'autorité de développement intégré des États de l'Itako Gourma et décide de le soumettre pour ratification par les États membres conformément à leur texte en vigueur. 2. Instruit le Conseil des ministres de veiller à ce que les actions de l'ALG s'inscrivent désormais dans le continuum sécurité et développement. 3. Engage le Conseil des ministres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le parachèvement du processus de transformation de l'ALG conformément au traité révisé dans les meilleurs délais. 4.
convient de développer une stratégie commune dans le cadre de l'ALG pour faire face aux défis sécuritaires. 5. Décide de mutualiser les moyens d'intervention des États membres en créant une force multinationale de sécurisation FMS-LG pour assurer un contrôle effectif de leur espace commun. Les chefs d'État réaffirment leur engagement à soutenir le rôle actif du G5 Sahel dans la sécurisation et précisent que la force multinationale de sécurisation du Liptako-Gourma FMS-LG est une composante de la force conjointe du G5 Sahel dont la création a été décidée par les chefs d'État lors de leur sommet tenu le 20 novembre 2015 à N'Djamena, en République du Tchad. C'est la fin de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef d'État turc était à Antananarive ce mercredi. Accompagné d'une centaine de chefs d'entreprise de son pays, M. Erdogan était en mission de renforcement des liens commerciaux de la Turquie avec la Grande Île. La signature de différents accords commerciaux a suivi celle d'accords de coopération la veille au Mozambique. À Maputo, le président turc s'est également exprimé sur sa volonté de vaincre le mouvement gouléniste. Lors de son échange avec les autorités du pays, M. Erdogan a demandé l'aide de son homologue Filipe Nyusi pour combattre l'influence du prédicateur Fethullah Gülen. M. Gülen, qu'il accuse d'être à l'origine d'une tentative de putsch en Turquie en juillet dernier. Le réseau des goulénistes s'étendrait jusqu'au Mozambique, où il dirigerait des écoles et des associations. Les accords et les mémorandums que nous venons de signer sont la raison de cette rencontre. Mais elle fut bonne, la Turquie a de multiples capacités technologiques et techniques et peut très bien contribuer à faire avancer notre pays sur la base des bénéfices mutuels. Et c'est aussi la raison pour laquelle une grosse délégation de 150 entreprises turques est ici. Et nous allons aujourd'hui travailler avec cette délégation d'État. Chers invités, mesdames et messieurs, nous avons discuté avec son Excellence Filipe Nyusi des événements du 15 juillet dernier en Turquie, lorsque les terroristes goulénistes ont tenté un coup d'État qui a échoué. Nous demandons cordialement votre soutien pour combattre les goulénistes partout dans le monde. Nous savons qu'ils sont présents ici au Mozambique. Au nord du continent, l'Égypte commémore ce mercredi la révolte de 2011. Dans la lignée du printemps arabe, des manifestations sans précédent avaient éclaté le 25 janvier, il y a 6 ans, contre le régime de Hosni Moubarak. Dénonciation des inégalités sociales grandissantes, de la corruption du pouvoir et des exactions de la police dans le pays. La mobilisation s'était conclue par la démission de M. Moubarak le 11 février, après 30 années au pouvoir. Depuis le Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis la destitution en 2013 de l'islamiste Mohamed Morsi, a affirmé mercredi que l'Égypte était aujourd'hui sur la bonne voie du développement, une avancée à laquelle le chef de l'État a appelé la jeunesse à se joindre. Une évaluation objective des développements en Égypte ces dernières années assure que nous avançons sur la bonne voie. Nous continuons à réformer l'économie, à mener à bien des projets de développement titanesques partout en Égypte, à encourager les projets de petite ou de moyenne envergure et à améliorer le climat pour les investissements locaux et étrangers. En Tunisie, mardi, des discussions avec l'Égypte ont porté sur la situation en Libye. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Remayes Djinaoui, a rencontré son homologue égyptien Sameh Choukri à Tunis. Il est ressorti de ces pourparlers que l'Égypte souhaite organiser des négociations directes entre les principaux dirigeants des institutions qui se disputent le pouvoir en Libye voisine depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. Cette nouvelle réunion diplomatique des pays voisins de la Libye a vu la présence des représentants d'Algérie, de Tunisie, de Libye et du Niger, ainsi que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Martin Kobler. L'Égypte fait des efforts depuis un moment. Presque toutes les factions libyennes et tous les responsables libyens ont été reçus, que ce soit ceux de l'Est ou de l'Ouest. Bien évidemment, l'Algérie est en train de déployer beaucoup d'efforts dans l'objectif d'écouter toutes les parties. La Tunisie ne prend parti pour aucun camp. La Tunisie prend parti pour la Libye et pour tous les Libyens.
La preuve, c'est qu'il y a tous les jours de multiples réunions. Aujourd'hui même, il y a une réunion entre les différents camps. Ces Libyens qui se rencontrent entre eux ou sous l'égide des Nations Unies n'appartiennent pas à l'Est ou à l'Ouest, mais à toutes les composantes libyennes. Renforcer la coordination et les consultations sur la Libye entre l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, c'est l'idée proposée par la Tunisie. Elle nous a été exposée et nous l'avons appréciée. L'Afrique du Nord également déstabilisée ces dernières années par des attaques terroristes, une plaie pour la Tunisie, un pays dont l'économie repose pour beaucoup sur le tourisme. Lundi, le directeur de l'Office du tourisme tunisien a adressé un message plutôt positif concernant ce secteur d'activité. La Tunisie serait en train de redevenir une destination phare pour les vacanciers étrangers, surtout les Français. Une bonne nouvelle après les attentats au musée du Bardo de Tunis et à Port el-Kantaoui en 2015, mais aussi après la révolution de Jasmin en 2011. Pour l'ONTT, l'objectif du gouvernement tunisien en 2017 est d'atteindre 500 000 touristes, 100 000 de plus qu'en 2016, mais 700 000 de moins toujours par rapport à la moyenne de fréquentation aux beaux jours de la Tunisie. 2016 a été une année calme, sans aucun incident terroriste, sans aucun problème particulier de sécurité. Donc c'est une année où la Tunisie a retrouvé globalement sa capacité à maîtriser sa sécurité. Nous avons franchi le pas des 5,7 millions de touristes, ce qui est un bon chiffre. Dans ce chiffre, on va retrouver d'abord en priorité le marché russe qui s'est comporté de façon extraordinaire. Le marché français est de toute façon un marché impératif pour nous. Parce que même nos professionnels, quand il n'y a pas des Français qui sont là, ils se sentent mal à l'aise, même s'il peut y avoir toutes les autres nationalités. C'est un rapport, comme je l'ai dit, émotionnel, c'est spécial, c'est spécial. Nous avons toujours maintenu notre position qu'il faut être présent parce que quand on s'absente, c'est toute la destination qui est complètement rayée de la carte. Donc nous continuons à investir là-dessus. Ceci étant, voilà, il faut être patient. Ils sont en train de préparer les plans de rénovation qu'ils doivent présenter dans un délai de 15 jours. Ils ont présenté le dossier au début de l'année. Et donc, ils vont entamer normalement les travaux en février, mars, avril pour être prêts à la rentrée estivale. En football, les derniers matchs du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon se jouent ce mercredi. À Port-Gentil, dans le groupe D, l'Égypte fait face au Ghana, qui est déjà qualifié pour le deuxième tour. Dans le même temps, à Oyem, le Mali rencontre l'Ouganda, déjà éliminé. Les Aigles de Bamako vont essayer d'arracher une qualification qui ne dépend plus d'eux. Il faudra en effet battre l'Ouganda et espérer une défaite des Pharaons d'Égypte face aux Black Stars du Ghana. Pour les Égyptiens, qui ont 4 points en 2 matchs, il suffira d'un match nul pour atteindre les quarts de finale de la CAN. L'équipe nationale égyptienne a une certaine qualité qui la différencie des autres équipes africaines que je respecte. Nous avons une relation d'amour, une relation spirituelle avec l'Égypte qui nous pousse à emmener l'Égypte au plus haut niveau. Les joueurs ont une mentalité de gagnant dans tout ce qu'ils font. Hier, ils ont joué à l'entraînement 5 contre 5 et c'était la guerre. Mais c'est un match très sérieux et même si nous le prenons sérieusement, il n'est pas décisif. Mais l'équipe du Ghana aime gagner chaque match. L'Égypte nous a battus en qualification à la maison, donc nous voulons nous venger. Nous voulons rendre notre pays heureux, nous voulons gagner. C'est ce que nous voulons faire. Leur tactique n'a pas d'importance. Nous avons aussi un grand entraîneur bon en tactique. Donc c'est ce qui rend le match très très intéressant. C'est très bien que n'ayant perdu les 2 premiers matchs, ils ne vont pas abandonner. La certitude, c'est qu'on aura une équipe qui sera de toute façon sur le terrain pour faire le maximum. Pour eux, c'était déjà d'être ici, déjà un formidable résultat. Et donc, ils ne braderont pas ce qui est sur ce troisième match. Et je crois qu'ils méritent, le respect par rapport à ce qu'ils font et certainement ce qu'ils feront encore en ce qui concerne leur investissement dans ce match. Bon, certes, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais ce sera à nous de faire un match plein à 90 minutes pour ne pas avoir de regrets.
Mardi, dans le groupe C, la République démocratique du Congo s'est imposée contre le Togo à Port-Gentil sur le score de 3-1. 3 buts marqués par Kabananga, Moubele et Mpoku contre un but togolais de Kojolaba. La République démocratique du Congo, dirigée par le sélectionneur Florent Ibenge, finit en tête de son groupe et elle rencontrera le deuxième du groupe D qui sera connu ce mercredi soir. Ce sera soit le Ghana, soit l'Égypte ou le Mali. Ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble. On aurait pu paniquer. C'est ce qu'on n'a pas fait. On est resté un peu plus solide derrière pour pouvoir essayer de porter l'estocade. Mais maintenant, l'expérience ne s'achète pas. Hein. On a des joueurs qui sont là, qui ont pu nous stabiliser aujourd'hui. On n'est pas très loin, mais on n'est pas tout à fait encore au niveau. Il manque très peu de choses. Je pense qu'il manque 2 ans de travail. Oui, il manque 2 ans de travail, dénicher que le championnat reprenne au Togo, qu'on redécouvre des jeunes footballeurs locaux. C'est le plus important parce que ce sont eux qui régénèrent une équipe. Mais là, ils n'étaient pas encore tout à fait assez prêts pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Ils ont appris. Ils ont passé cette compétition avec nous, mais je crois qu'il faut encore, dans 2 bonnes années, l'équipe sera proche d'une très bonne qualité. Je ne sais pas encore quel sera mon avenir avec la sélection du Togo et je ne veux pas prendre des décisions maintenant. C'est une décision difficile à prendre. Mais je vais discuter avec le sélectionneur et voir de quelle façon je peux être impliqué dans la sélection. Évidemment, je pense que vous le savez mieux que moi. Le Togo m'appartient et je lui appartiens. Parce que partir maintenant serait comme quitter le navire et je suis le capitaine du navire. Donc même si je dois partir, je partirai en temps voulu et je ne pense pas que là est le bon moment. J'avais eu quelques contacts, mais je pense que vous savez combien j'aime la Première Ligue. Même si je ne suis pas le joueur le plus aimé en Angleterre. Mais j'aime le championnat anglais et c'est tout ce qui compte. C'est la grande déception à Lomé après l'élimination du Togo par la République démocratique du Congo mardi en match comptant pour la dernière journée du groupe C. Cette défaite renvoie les éperviers à la maison et les supporters togolais qui étaient nombreux devant leur poste de télévision à vivre ce match au Togo n'ont pas caché leur déception. Le match a été d'une qualité moyenne par rapport à la situation ou bien l'état du terrain, de la pelouse. De la pelouse, les joueurs n'ont pas pu produire leur propre jeu. C'est déplorable qu'on ait des stades comme ça sur lesquels on joue une compétition internationale comme ça et continentale, on peut le dire. C'est déplorable, c'est pas bon. Oui, les éperviers font des efforts. Tout ce qu'il y a déploré, c'est le coaching. Le coaching de Claude Leroy. Le coaching de Claude Leroy ne va pas tellement plus. Vous voyez que actuellement, c'est Gakpé qui a laissé qu'on a eu le premier but. C'est pas un défenseur. Si c'était un défenseur de métier, il devait faire sortir la balle. Comme il n'est pas un défenseur de métier, il n'a pas pu couvrir la balle et la faire sortir. Sur ça, on a eu un coup. Le premier but qui a démoralisé un peu les éperviers qui avaient la gagne de ce jour. Je suis déçu parce qu'on attendait à ce qu'ils se transforment pour obtenir cette victoire et qui va nous donner toujours de l'espoir pour la suite de la compétition. Mais l'évidence a été respectée. Les Congolais ne sont pas venus pour regarder les Togolais. Ils ont produit le meilleur football possible et le résultat est là. Donc je pense que félicitations aux Congolais, mais je jette une fleur aussi aux éperviers. Ils ont fait de leur mieux. Et je pense qu'ils vont revenir au bercail et puis on va reconstruire notre football. C'est ça qui importe maintenant. Dans l'autre match de mardi soir, le Maroc a battu et éliminé la Côte d'Ivoire. L'entraîneur du Maroc, Hervé Renard, a donc sorti l'ancienne équipe avec laquelle il avait remporté le trophée en 2015. Dans un match très équilibré, il a fallu l'inspiration de l'attaquant marocain Rachid Alioui, qui a marqué un but de loin plein de sang-froid à la 63e minute. L'Ivoirien Salomon Kalou, qui a eu une occasion de marquer en première mi-temps, a ensuite annoncé sa retraite internationale à l'issue de cette élimination des éléphants de la CAN Gabon 2017. Le champion à titre deuxième nation africaine du football est sorti d'une compétition africaine au premier tour. C'est difficile, c'est pas facile à digérer. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs jeunes dans l'équipe, comme moi et mes coéquipiers, donc on a manqué de maturité. C'est une déception immense ce soir, quoi. Et je suis extrêmement déçu. J'ai une pensée aussi pour tous les Ivoiriens qui sont extrêmement déçus. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre. La responsabilité,
je l'assume, quoi. On est toujours entraîneur, on est toujours en première ligne. Donc, j'assume cette responsabilité. Après, épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, je sais que le débat aura lieu, quoi. On avait l'ambition de défendre notre titre, on avait l'ambition de passer pour ce premier tour, c'était le premier objectif. Et ça, c'est pas atteint, j'en prends acte. Je l'ai dit, j'assume mes responsabilités. Maintenant, la nuit va être difficile, quoi. Attendons demain. Ouais, des regrets. Maintenant, dans une carrière, il y a toujours des moments comme ça. J'en ai vécu plein, donc c'est pas la première fois. Je sais que toute l'équipe, on va se relever de cette mésaventure-là. Je me tenais prêt, le coach me le disait, même le staff, de se tenir prêt, même ceux qui ne jouent pas. Après voilà, j'ai été prêt, je suis rentré, j'ai fait ce que je pouvais et j'ai mis ce but qui a délivré le groupe. Quand on obtient une victoire, il faut toujours rester réaliste. Aujourd'hui, on a battu une équipe de Côte d'Ivoire sur un très mauvais terrain et c'est certainement ce qui a nivelé les valeurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.